Aucun lieu n'a de nom. Dans les premiers jours, Dieu a jeté à la mer la poignée de cailloux qui lui restait en main. Depuis, ces îles attendent que les explorateurs les baptisent en y frottant le flanc de leur bateau. Ce matin, le capitaine Fritz Roy regardait droit devant lui cette terre émergée de nulle part. À ses côtés, son second vérifiait après lui la carte, puis, pour plus de certitude, le passait au deuxième lieutenant. Il arrivait qu'une mouche s'oublie sur une carte et trace une nouvelle terre. Parfois elle existait, parfois non. Parfois encore, elle en avait effacé une pour la remplacer par une toute pareille. Les trois hommes s'appuyaient au bastingage. C'était donc Sullivan qui tenait alors la carte, et après s'y être forcé les yeux un instant et s'être avisé de ma présence, il me la glissa entre les mains. « Voyez-vous une terre à cet endroit, Darwin ?» « Rien sur la carte, répondis-je après avoir bien soigneusement suivi du regard les parallèles et méridiens. Mais j'en vois une devant nous. Ce serait donc bien une nouvelle île, nouvelle pour nous en tout cas. Elle n'a pas dû pousser en une nuit. » Le capitaine se frottait les mains, sans qu'on sache si c'était de satisfaction. Il pouvait se satisfaire d'enrichir la cartographie et la toponymie, mais aussi se lasser des formulaires à venir, des communications à la Société géographique. Car si nous étions les découvreurs de l'île, nous devions la nommer, l'explorer et la décrire. Parfois en vain. On débarquait sur un archipel, on le nommait Falkland, des Hollandais qui se prétendaient les premiers arrivants l'appelaient Sibalt, puis des Français débarqués de leur petite Bretagne nous rétorquaient Malouine, et enfin des Argentins se les appropriaient pour leur nouvel État sous le nom encore espagnol de Malvinas. C'étaient des problèmes politiques qui encombraient la géographie. Cette île-là n'était pas colonisée. Aucune puissance n'y faisait flotter les couleurs d'un drapeau. Il fallait se hâter de donner un nom à l'endroit pour acter son existence. Cela me rappelait l'angoisse de nommer les espèces animales ou végétales afin de les faire exister aux yeux du monde savant. Et si on avait mis la main sur des feuillets perdus du journal de Charles Darwin ? Denis Sylvestre, ancien conservateur au Muséum d'histoire naturelle, nous invite à explorer un imaginaire dans lequel on rencontre le jeune Charles Darwin en quête de sens sur l'origine du monde et de ses espèces. Dans ces feuillets perdus, miraculeusement sauvés de l'oubli, comme le précise le conservateur, Darwin interroge la création et le rôle de Dieu. Chaque escale que lui accorde le capitaine du Beagle lui offre des spectacles plus fantasques les uns que les autres, dans lesquels il peut exprimer son travail de naturaliste. Qu'il se trouve sur une île où chaque animal porte sur lui le parasite qui causera sa perte, ou qu'il tente en vain de discuter avec des arbres dont le niveau différent de temporalité sur lequel ils vivent rend la communication impossible, Darwin dégage de chaque expérience des données qui ne résolvent pas encore totalement son hypothèse de l'évolution des espèces, mais qui lui procurent une élévation philosophique riche d'enseignements. En côtoyant ainsi Darwin, on comprend à quel point l'observation du monde offre des merveilles et son lot d'indescriptibles, qu'il faut pourtant parvenir à nommer, pour un jour les rendre visibles et accessibles au reste du monde. La démarche scientifique est donc habilement amenée et semble toujours aller de pair avec une ouverture d'esprit sans limite. Il faut oser verbaliser le « si » pour que toute démarche réflexive prenne vie. Il faut oser demander pourquoi pour se lancer dans un travail de recherche. Cet ouvrage exprime donc autant la beauté de la quête de sens que ses difficultés. Aucune remise en question du monde n'est aisée, tant elle est ancrée sur des mythes et des archétypes qui font corps avec notre esprit. Il faudra donc dépasser le stade de l'observation et passer à celui de la qualification des données et à sa classification avant de se lancer dans la confrontation d'idées. Pas de débat stérile dans ces feuillets, mais des collections de découvertes. Comme Gulliver qui se défendait d'avoir vu l'incroyable, Denis Sylvestre propose un voyage philosophique qui porte les empreintes d'une fable écologique, car sous les feuillets perdus du journal de Darwin respire un profond respect de la nature et du vivant sous toutes ses formes, connues, inconnues, perdues ou retrouvées, et le plaisir de les explorer. Allons voir la page 41. Quand on arrive au rivage du monde connu, qu'on franchit prudemment les marges des cartes peuplées de chevaux marins, de baleines cuirassées, d'hommes approximatifs dont les yeux sont de la poitrine ou qui s'abritent du soleil avec un pied immense, de cynicéphales, alors nous comprenons que derrière l'inconnu, il y a toujours le familier, que la terra incognita recouvre une autre réalité dans la rotondité de la terre, mais que sous l'horizon, il y a encore et toujours l'horizon. Pourtant, l'île que nous avons reconnue aujourd'hui respirait la nouveauté. Elle était glaciale, alourdie d'une brume épaisse. Ses habitants étaient ignorés de nos livres de sciences, alors qu'ils abondaient dans nos livres classiques. En effet, cette île était la patrie des mythes, car les mythes sont fondateurs. Sans eux, rien n'existerait.
Je les ai rencontrés partout dans le monde, sur chaque terre, toujours dans des formes différentes, mais toujours racontant la même histoire. Comment ce monde fut créé. Dans le siècle de la raison, nous avons transcrit ces mythes comme des métaphoriques descriptions de marins isolés. Cette île inhospitalière nous désavouait à chaque pas. J'approchais à travers eux la grande question des origines pour laquelle j'avais traversé plusieurs hémisphères, je ne sais plus combien il y en a.